Viv Graham était un homme puissant, d'environ 1,78 m, compact, musclé, explosif. Mais ce qui le rendait vraiment dangereux, c'était sa vitesse. Pour un homme bâti comme un culturiste, ses mains allaient d'une façon presque anormale. En général, un seul coup suffisait. Cette nuit-là, à l'intérieur du restaurant Santini's, à Newcastle, cette réputation allait être mise à l'épreuve. Tout avait commencé des heures plus tôt dans un pub du Big Market. Robert Bell, un autre videur, était intervenu dans une dispute entre un homme et deux femmes. Cet homme, c'était Peter Donnelly. Bell avait reçu un coup de tête. Il n'avait pas reculé. Il avait enchaîné une rafale de coups de poing et avait chassé Donnelly hors du pub. Cela aurait dû s'arrêter là. Ce ne fut pas le cas. Donnelly rentra chez lui, se regroupa et, d'après les éléments présentés plus tard au tribunal, revint armé. Un fusil à pompe, des couteaux et une violence déjà décidée à l'avance. De retour chez Santini's, Viv Graham était assis avec Bell et d'autres personnes, sans se douter de ce qui allait arriver. Puis la porte s'ouvrit. Deux hommes entrèrent. Des bas tendus sur le visage. Le fusil à pompe se leva et visa directement Bell. Pas d'avertissement, pas d'hésitation, juste la pression sur la détente. Viv ne réfléchit pas. Il bougea. Il attrapa le canon, arracha l'arme des mains de l'assaillant et la fracassa contre le mur. Et à cet instant, la salle explosa dans la violence. Le fusil à pompe se brisa en éclats au choc. Pendant une fraction de seconde, personne ne bougea. Puis tout partit en même temps. Des chaises se renversèrent, des tables tombèrent, du verre éclata sur le sol. L'un des assaillants avança avec un couteau. Il n'alla pas loin. Une chaise fut balancée avec force, s'écrasa contre son crâne et il s'effondra sur place. Mais le deuxième homme était déjà en mouvement. Bell était sa cible. Et maintenant, il se trouvait dehors. La bagarre se déversa dans la ruelle derrière Santini's. Un endroit étroit, sombre, sans espace pour manœuvrer. Dans la mêlée, Bell fut poignardé une première fois, puis encore. La lame s'enfonça dans sa poitrine et dans le torse. Chaque coup était porté avec l'intention de tuer. Puis Viv vit le sang. Le sang jaillissait du corps de Bell tandis qu'il luttait dans la ruelle. Sans hésiter, Viv entra dans la bagarre et donna un seul coup de poing, net, direct. La mâchoire de l'homme se brisa. Il s'écroula aussitôt. Viv ne s'arrêta pas. Il saisit un tonneau de bière, le souleva et l'abattit violemment. L'homme ne bougea plus. Alors seulement Viv se retourna vers Bell, le gardant conscient, essayant de le maintenir en vie, gagnant du temps. Bell fut transporté d'urgence à l'hôpital, avec plusieurs coups de couteau et une perte de sang massive. Il survécut, mais de justesse. Ce qui s'était passé cette nuit-là n'avait rien d'inhabituel. Pas à Newcastle. Pas à la fin des années 80. La ville était petite, mais instable. Le West End et le East End avaient leur famille, chacune avec sa réputation, chacune prête à avancer ses pions. Des familles comme les Harrison, les Conroy, les Sayers, des noms qui pesaient de lourd. La violence était monnaie courante, et sur les portes des pubs et des clubs, ce monde entrait en collision chaque week-end. Les videurs n'étaient pas seulement des agents de sécurité, ils étaient des exécutants, des médiateurs, des cibles. Des hommes comme Viv Graham étaient payés pour maintenir l'ordre, mais aussi pour tenir la ligne face à des groupes organisés qui cherchaient à s'imposer dans les pubs et les clubs. La réputation était tout. Et après Santini's, la réputation de Viv Graham changea. Ce n'était plus simplement un autre videur venu d'un petit village près de Newcastle. C'était l'homme qui avait affronté un fusil à pompe et qui avait gagné. Mais dans ce milieu, ce genre de réputation ne vous protège pas. Elle vous désigne, parce que lorsque vous devenez le gardien d'un secteur qui rapporte beaucoup d'argent, il y aura toujours des gens qui détestent votre existence. Et Viv allait le découvrir. En mai 1989, la violence monta encore d'un cran. Ce n'était plus une bagarre de pub. Cette fois, c'était préparé. Tôt le matin, Viv Graham et son associé, Rob Armstrong, arrivèrent devant la boîte de nuit Manhattan's à Newcastle.
Ils étaient là pour vérifier la porte, ils ne savaient pas qu'on les avait suivis. Une Nissan était garée non loin, moteur en marche, feu baissé. À l'intérieur, 3 hommes, visages couverts, attendaient. Quand Graham et Armstrong descendirent de la voiture, le fusil à pompe se leva. Puis, le coup partit. La décharge traversa même la vitre arrière de la Nissan, projetant le verre vers l'extérieur. Les tireurs n'étaient même pas sortis de leur voiture pour tirer parce que s'approcher d'hommes comme Graham et Armstrong était trop risqué. Armstrong vit le danger le premier. Graham, lui, ne le vit pas. Il avait le dos tourné. En une fraction de seconde, Armstrong le poussa de côté et les plombs lui déchirèrent le corps. Un fêtard fut aussi touché dans la fusillade. La Nissan démarra et disparut dans la nuit. Vive Graham avait sauvé la vie d'un homme à Santinise. Cette fois, c'était lui qui avait été sauvé par son ami proche, Rob Armstrong. Personne ne fut arrêté pour cette fusillade. Rob s'en remit. Vive traita les tireurs de lâches. Dans la rue, on disait que le tireur avait été interdit d'entrer dans un autre établissement. Sous l'effet de la drogue, il aurait décidé de régler ses comptes. Newcastle devenait un endroit dangereux pour être videur. Mais Vive n'était pas toujours du bon côté. Quelques semaines après l'incident du Manhattans, il allait se retrouver en difficulté avec la justice après la blessure terrible infligée à un client ivre. À l'intérieur du Baxter's Bar, Carl Wattler posait problème. D'après ce qui fut présenté plus tard au tribunal, Graham intervint. Il frappa Wattler et le mit dehors. Mais cela ne s'arrêta pas là. Graham ressortit pour fermer. Wattler s'approcha de lui. Vive porta alors son fameux coup de poing de mise hors de combat. Wattler tomba et se fracassa le crâne sur le trottoir. Graham fut poursuivi pour blessure grave et reconnu coupable. Le milieu criminel faisait circuler une autre version. Selon cette rumeur, Wattler et Graham s'étaient battus dans la rue devant le bar et Wattler prenait l'avantage sur Vive jusqu'à ce qu'un autre videur intervienne et frappe Wattler à la tête avec une barre de fer. Cette version n'a jamais été examinée au tribunal. Graham reçut une peine de 18 mois avec sursis. Wattler survécut après une opération qui lui sauva la vie. Mais il ne serait plus jamais le même. Cependant, Vive Graham n'était pas le seul boxeur et videur de la ville à subir des tentatives d'assassinat de la part de ceux qui voulaient prendre le contrôle des pubs et des clubs. Howard Mills faisait lui aussi partie des hommes à surveiller. C'était un boxeur dur venu du Yorkshire, un homme qui avait disputé le titre britannique des poids moyens, perdu contre Roy Gums en 1981. Au milieu des années 80, il était à Newcastle, il entraînait des boxeurs et travaillait sur les portes. Il avait une réputation solide, correcte, pas un tyran, mais pas un homme qu'on pouvait intimider. En 1987, au Bentley's Bar, une violente bagarre éclata. Elle impliquait Michael Sayers et Thomas Brayson. Un homme était en train d'être violemment battu quand 2 videurs intervinrent, Howard Mills et un colosse de 20 stone nommé David Kidd. La suite fut contestée au tribunal, mais un fait ne l'est pas. Mills reçut 3 coups de couteau. Personne ne fut jamais inculpé pour cet acte. Sayers et Brayson furent plus tard condamnés pour rixe violente, à 4 ans de prison, peine réduite à 3 ans en appel. 2 ans plus tard, la violence monta encore. Après avoir terminé un service devant la boîte de nuit Hanrahan's, Mills fut abordé par un homme masqué armé d'un fusil à pompe. Il fut touché dans les jambes, les blessures furent catastrophiques. Howard Mills perdit une jambe. Là encore, personne ne fut arrêté. À l'époque, on parlait de coordination, de gangs essayant de prendre le contrôle des portes. Mais la réalité semblait moins organisée et plus instable. Souvent, ces incidents naissaient de conflits personnels, de confrontations avec des videurs plus grands, plus forts, qui refusaient de se laisser pousser. Et quand ces hommes ne pouvaient pas être battus à main nue, on sortait les armes, et sosie. La violence continuait de grimper. Mills n'était pas le seul visé. À peu près à la même période, d'autres attaques suivirent. Billy Robinson, connu sous le nom de Big Billy of Felling, fut lui aussi touché à la jambe par balle lors d'une fête après soirée.
Alan Swindon, présenté comme le tireur de Robinson, se bâtissait une réputation d'homme dangereux et instable. Plus tard, il mutilerait un gérant de bar, coupant des doigts à la machette à cause d'un manque de respect envers l'équipe de la porte. Dans un autre incident, il se retrouva face au patron de la sécurité, Stu Watson, et tira au-dessus de sa tête. Peu de temps après, Swindon fut envoyé en prison pour le meurtre au couteau d'un homme innocent devant le Walker's Night Club. La violence dans la ville échappait au contrôle et elle n'avait pas encore atteint son sommet. En septembre 1989, les tensions autour des portes à Newcastle montèrent encore d'un niveau. Au Hobo's Night Club, l'homme qui contrôlait la porte était Stuart Watson, 29 ans, basé à Gateshead, un videur sans détour qui faisait respecter à la lettre les consignes des propriétaires du club. Cela irritait beaucoup de membres du milieu local. Stephen Sayers, l'un des membres de la famille criminelle Sayers, se vit refuser l'entrée. On ne sait pas exactement ce qui mena à la violence qui suivit. Mais dans les premières heures du matin, Viv Graham arriva au Hobo's avec un groupe comprenant les Sayers, David Lancaster, Rob Armstrong et d'autres. Watson fut appelé à descendre depuis la réception. Des mots furent échangés avec le groupe. Dans son propre récit, Watson explique qu'il s'est retrouvé tourné brusquement, que les autres videurs qui étaient avec lui se sont dispersés et qu'ils avaient disparu. Sa petite amie de l'époque, Sharon, criait à l'arrière-plan. Il comprit qu'ils étaient là plusieurs contre lui et qu'il allait devoir encaisser. Le groupe força ensuite le passage, jusque dans le club lui-même. À un moment, la peur était telle que certains crurent qu'ils allaient tirer dans la boîte. Une porte de sortie fut ouverte de force. Plusieurs personnes furent entraînées dehors. Watson raconte alors que Viv lui répétait en substance de venir, d'y aller. Watson répondait qu'il n'allait pas céder. Viv lui disait qu'il allait le tenir. Watson répondait qu'il le tiendrait lui aussi. Pendant qu'ils se tenaient, certains des autres leur donnaient des coups dans les côtes. Watson dira plus tard que Viv savait se battre, mais qu'il n'était pas, selon ses propres mots, un vrai tueur. Puis quelqu'un finit par dire que cela suffisait, parce qu'il avait peur qu'il les tue. Watson dit ensuite qu'il a essayé de montrer qu'il tenait encore debout, même s'il était en sang. Il est allé aux toilettes pour se nettoyer un peu, puis il a dû aller à l'hôpital pour se faire recoudre. L'agression avait eu lieu un samedi soir et il était déjà de retour au travail le mardi. 6 hommes furent ensuite poursuivis. L'affaire arriva devant le tribunal en 1990. 5 d'entre eux acceptèrent des chefs d'accusation moins lourds pour coups et blessures illégaux. Les peines reflétaient l'époque. Viv Graham reçut 3 ans de prison. Cela incluait aussi le reste de la peine liée à l'affaire précédente concernant Wattler. Watson avait été frappé à plusieurs reprises au visage et à la tête par Viv Graham. Puis, alors qu'il titubait, couvert de sang et à moitié conscient, il fut attaqué par d'autres membres du groupe. Malgré la raclée qu'il avait subie, Stuart Watson refusa de témoigner. Viv Graham fut emprisonné pour 3 ans. 4 des hommes du groupe reçurent 2 ans et demi. Le 5e écopa de 4 mois. Quand il sortit de prison, on ne pense pas que Viv Graham ait retravaillé avec ce groupe. Mais ses services de protection étaient encore plus demandés par les propriétaires de pubs et de clubs, au moment où le monde du crime organisé, porté par le trafic de drogue, se développait rapidement dans le Nord-Est. Après avoir purgé une partie de sa peine, Viv Graham sortit et reprit sa place de roi des portes. Il régla son différend avec Stu Watson et les 2 hommes travaillèrent dans la même ville, se tolérant mutuellement. Watson ne se soumit jamais à Viv. C'était un homme sérieux lui aussi, et il pensait qu'il aurait pu battre Viv dans un combat loyal. Mais pendant cette période, il semble que Viv ait contrarié des gens particulièrement dangereux. Sa compagne, Anna Connolly, parlerait plus tard d'appels menaçants dans les jours qui précédèrent la dernière journée de la vie de Viv Graham. Le soir du Nouvel An, en 1993, Graham sortit sur Wallsend High Street. Il avait garé sa voiture. Il n'y revint jamais. Alors qu'il s'éloignait du pub à pied, il tomba dans une embuscade. Un tireur s'approcha derrière lui et ouvrit le feu.
3 coups de feu à très courte distance. Celui qui avait tiré disparut en quelques secondes. Il n'y eut pas de confrontation, pas d'avertissement, juste une exécution. Gravement blessé, Graham essaya courageusement de bouger. Il se traîna dans la rue sur une trentaine de yards, laissant derrière lui une traînée de sang. Il fut retrouvé par un autre videur, Terry Scott. Toujours conscient, toujours en train de s'accrocher, il fut transporté en urgence au North Tyneside General Hospital. Les médecins se battirent pour le sauver. Il reçut des transfusions massives, environ 30 pintes de sang. Cela ne suffit pas. Quand sa fiancée Anna arriva, on lui dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Viv Graham mourut plus tard ce jour-là. Il avait 34 ans. La communauté locale fut sous le choc. La réaction de la police fut immédiate. Une vaste enquête pour meurtre fut lancée. Plus de 1000 personnes furent interrogées. Des centaines de dépositions furent recueillies. Des rues et des maisons de toute la zone furent fouillées. Sa famille offrit une récompense de 100 000 livres pour toute information. Cela ne changea rien. Personne ne fut jamais condamné. Et le meurtre de Viv Graham reste l'un des assassinats non résolus les plus célèbres du nord-est de l'Angleterre. Alors, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pensez à vous abonner et à aimer la vidéo pour aider la chaîne à grandir. Si vous laissez vos questions sur cette vidéo dans les commentaires aujourd'hui, je ferai une vidéo jeudi à 19 h pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir, revenir sur certains incidents que je n'ai pas pu inclure dans cette vidéo et donner un peu plus de contexte sur les affaires. Il y a un lien dans la description vers l'excellente interview de Stu Watson par Sean Atwood, alors regardez-la si vous en avez l'occasion. C'est tout pour aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois, restez prudents. The Inquirer.